Après une superbe parenthèse de 2 jours à Tirana, où notre fils et notre belle-fille nous avaient rejoints, il est temps pour nous de reprendre la route. On quitte la capitale et on met le cap vers le sud du pays pour la suite de l'aventure. On offre une petite beauté à notre compagnon de route et on file découvrir Cluj. Avant de découvrir les lieux, un petit point d'histoire s'impose sur Skanderbeg, de son vrai nom Gheorghe Kastrioti. C'est le héros national absolu de l'Albanie. Ancien otage des Ottomans, devenu général d'élite dans leur armée, il finit par se retourner contre l'Empire pour libérer sa terre natale au XVe siècle. Pour lui rendre hommage, ce musée-forteresse a été érigé au cœur de la citadelle. Ses lignes massives et sa pierre blanche évoquent la force et l'invincibilité de celui qu'on surnommait le défenseur de la civilisation. Dès l'entrée, nous sommes accueillis par une impressionnante galerie de statues. Ce groupe sculpté rend hommage aux compagnons d'armes de Skanderbeg, ces chefs de clan qui se sont unis derrière lui pour former la Ligue de l'Ésée. On poursuit avec ces fresques murales monumentales, véritables chefs-d'œuvre du réalisme socialiste. En s'enfonçant dans le musée, on découvre des salles plus intimistes. D'abord un salon traditionnel avec ses meubles en bois sombre finement travaillés, puis 7 pièces dédiées aux archives et aux bas-reliefs. Enfin, le clou du spectacle, le célèbre casque de Skanderbeg. Surmonté de cette tête de chèvre dorée aux cornes imposantes, il est devenu le symbole absolu de l'identité albanaise. Pour terminer la visite de Cluj, une balade dans son vieux bazar s'impose. Une dernière pensée pour le grand Skanderbeg devant sa statue, et il est déjà temps pour nous de reprendre la route. Nous poursuivons maintenant notre descente vers le sud. On a repéré un spot assez original sur Park Fortnite. La curiosité a pris le dessus, alors on file voir ça de plus près pour vous le faire découvrir. Sur la carte, un point discret au cœur de l'Albanie. Fierchegan. C'est ici, loin des grands axes, que nous faisons une halte un peu particulière. Vue du ciel, la Stala del Stel ressemble à une ferme comme on en voit peu encore. Un lieu simple et authentique qui fait office de petite aire d'accueil pour voyageurs. Quelques places seulement, au milieu de la campagne, pensées pour celles et ceux qui voyagent comme nous, en camping-car ou en van, à la recherche de calme et de rencontres. Derrière ce lieu, il y a Vic et Miklo, les propriétaires, mais surtout les hôtes. Dès notre arrivée, nous comprenons que nous ne sommes pas ici comme de simples clients, mais comme des invités. La vie de la ferme s'organise autour des animaux. Nous observons les vaches et les veaux mâcher tranquillement le foin. Un peu plus loin, les lapins et leurs petits se serrent dans les clapiers. Un dindon perché surveille les alentours, pendant que les poules picorent librement. Les chèvres occupent leurs enclos, toujours curieuses. Les canards s'ébrouent dans l'eau, pendant qu'un chat s'approche pour boire. Et partout autour de nous, les chiens, très accueillants, viennent à notre rencontre. Ici, tout vit à son rythme, sans urgence. À la Stala del Stel, l'accueil repose sur un échange simple. En arrivant, nous participons à la vie de la ferme, donner à manger aux animaux ou nettoyer les enclos
prêter main forte quand il le faut, un partage de temps et d'énergie, en échange d'un lieu et d'un moment hors du temps. Dans sa cuisine, Vic nous parle de leur projet. Il rêve de transformer la ferme en un véritable accueil pour les nomades de passage. Des emplacements ombragés, une aire de service, des tables et des bancs, des espaces pour se poser, se détendre et partager un café, toujours dans le même esprit, simplicité et convivialité. Le soir venu, nous nous retrouvons autour de la table dans la cour. Voyageurs, Vic et Miklo partagent des spécialités culinaires, des histoires et des rires. Puis, la musique albanaise résonne et nous dansons ensemble, simplement, comme si nous nous connaissions depuis longtemps. Le lendemain matin, avant de reprendre la route, un dernier moment ensemble. Un petit selfie pris sur le vif pour garder une trace de cette rencontre. Puis vient le moment de se séparer. Nous repartons avec le sourire et surtout avec un souvenir incroyable, celui d'un lieu sincère et de personnes profondément humaines. La Stalla d'Estel restera pour nous bien plus qu'une étape, un vrai moment de partage sur notre route en Albanie. On se remet en route pour une courte distance, direction une étape incontournable du voyage. On s'apprête à découvrir une ville à l'architecture singulière. On la surnomme la ville aux 1000 fenêtres. Nichée dans le centre-sud de l'Albanie, Berat est une véritable capsule temporelle. Inscrite à l'UNESCO, cette ancienne cité ottomane a dû s'adapter à une vallée très étroite. Pour gagner de la place, les habitants ont empilé les maisons à flanc de colline face au soleil. C'est ce qui explique son surnom de ville aux 1000 fenêtres. Pour capter la lumière et la chaleur sans bloquer les voisins, toutes les façades s'alignent dans le même sens. Un spectacle architectural unique au monde. On quitte le cœur de la ville pour grimper sur les hauteurs. On s'arrête d'abord à l'église Saint-Michel. Regardez cette architecture byzantine, perchée à flanc de falaise depuis le XIVe siècle. La vue sur Berat est incroyable. En s'enfonçant dans les quartiers historiques de Berat, on plonge immédiatement au cœur d'un labyrinthe intemporel. Ces ruelles pavées, étroites et escarpées, grimpent à flanc de collines entre de hauts murs de pierre. Flâner ici, au calme, c'est l'assurance de faire un véritable bond dans le passé médiéval et ottoman de la ville. C'est en levant les yeux qu'on comprend son surnom de ville aux 1000 fenêtres. L'architecture est fascinante. Ces grandes maisons blanches à la chaux s'avancent en encorbellement au-dessus des rues. Leurs innombrables fenêtres, alignées et encadrées de bois, semblent littéralement superposées les unes sur les autres. Mais l'ascension n'est pas finie. On file vers le monument fondateur, là où tout a commencé. Entrer dans le château de Berat, c'est remonter le temps. Tout commence dès l'Antiquité, mais c'est l'Empire romain d'Orient qui marque les lieux. À l'entrée, la statue de l'empereur Constantin le Grand rappelle que c'est lui qui fortifia la citadelle au IVe siècle. Plus tard, au XIVe siècle, l'âge d'or byzantin donne naissance à des joyaux comme l'église de la Sainte Trinité, avec ses briques rouges nichées face au vide.
Puis le destin du château bascule sous domination ottomane. Les cultures se croisent, matérialisées par les ruines de la mosquée blanche, destinée aux soldats, et le minaret de la mosquée rouge, l'une des plus anciennes du pays. Enfin, le domaine devient le cœur du pouvoir local, comme en témoigne le Sarajet de la famille Vrioni, ce palais du XVIIIe siècle qui rappelle l'époque des grands seigneurs albanais. On traverse ensuite la citadelle intérieure du château pour entamer notre redescente vers la ville. Sur le chemin, on croise deux joyaux, l'église Sainte-Marie de Blachern et celle de Sainte-Marie Mère de Dieu. On se dépêche un peu avant la tombée de la nuit pour finalement assister à un spectacle incroyable. Berat qui s'illumine le soir, c'est un pur émerveillement. Le lendemain, changement d'ambiance. On part explorer la ville nouvelle de Berat. Notre parcours commence entre modernité et spiritualité, de l'imposant hôtel Colombo à la cathédrale orthodoxe Saint-Dimitri, avant de pousser les portes de la mosquée Iljaz Ben Miraouri. Ici, la tradition est reine et les femmes se couvrent d'un voile avant d'entrer. À l'intérieur, c'est une claque visuelle où règne un calme absolu. Levez les yeux. Le plafond en bois sculpté est une pure merveille, avec ses rosaces centrales complexes et ses motifs géométriques ciselés à la main. En dessous, les murs s'ornent de fresques délicates et de calligraphies arabes, magnifiées par la lumière qui traverse doucement les vitraux. On continue notre immersion culturelle avec le Tek Halveti et le complexe de la mosquée du roi, des hauts lieux du mysticisme local, avant de simplement observer la vie quotidienne des habitants. Et c'est au détour d'une ruelle pavée qu'on saisit toute l'authenticité de Berat. Une rencontre intemporelle avec un habitant et son âne chargé pour le travail, le reflet d'une Albanie restée fidèle à ses racines. Adieu les montagnes et les 1000 fenêtres, on change totalement de décor, on file tout droit vers la côte adriatique pour découvrir une facette beaucoup plus balnéaire de l'Albanie. Vlora, cette ville où l'indépendance du pays a été proclamée. Aujourd'hui, c'est une cité balnéaire majeure, nichée dans une immense baie face à la mystérieuse péninsule de Karaburun. Et quoi de mieux que nos vélos pour partir explorer la ville? C'est parti! On commence par rouler sur une immense esplanade en bord de mer, entre les terrains de tennis et les magnifiques hôtels avec piscine donnant sur la plage. On passe devant une superbe fresque de street art qui retrace l'histoire du pays, mettant à l'honneur les grands héros nationaux comme Stan Gerbeck et Ismail Kemali. On quitte ensuite le front de mer pour s'enfoncer dans le centre-ville. Notre premier arrêt se fait devant la mosquée Muradi, ce chef-d'œuvre du XVIe siècle, entièrement construit en pierre et en briques rouges, a été dessiné par le célèbre architecte impérial Sinan. Après un passage devant le Musée national de l'indépendance, et la traversée de ruelles super animées, on débouche sur la grande place du drapeau. C'est ici que se dresse le monument de l'indépendance. Cette immense structure de bronze de 17 mètres de haut célèbre la libération de 1912. Elle met en scène plusieurs figures de résistants sculptées dans un style brut et monumental. Dominé par le leader Ismail Kemali,
sous un immense drapeau albanais. Pour terminer cette superbe journée, on reprend notre chemin en longeant la mer, juste à temps pour savourer un coucher de soleil grandiose sur la baie de Vlora. On trace vers le sud sous une météo un peu grise. La route est plutôt déserte, mais on décide de faire un petit break improvisé, et cet arrêt-là, il n'était pas du tout au programme. On s'arrête aux célèbres sources d'eau froide de Tepelene. Ici, l'eau jaillit absolument de partout, et on en profite pour faire le plein d'une eau naturelle et d'une pureté exceptionnelle. C'est un véritable havre de fraîcheur où l'eau glacée cascade directement de la roche à travers une végétation luxuriante. Le site est si unique qu'un magnifique complexe hôtel-restaurant s'est construit tout autour, permettant de manger ou de dormir bercé par le doux bruit des fontaines. Avec des terrasses suspendues au-dessous des cours d'eau, un spot rafraîchissant et totalement improvisé avant de reprendre la route. Cette route va nous mener au point le plus au sud de notre voyage, direction une ville fascinante et chargée d'histoire. Nous voilà donc arrivés à Gjirokastër. Surnommée la ville de pierre, cette cité médiévale unique est stratégiquement nichée dans la vallée de la rivière Drino, au pied des montagnes de Mali Idjere. Classée à l'UNESCO, son histoire est marquée par les époques byzantines et ottomanes, qui ont laissé derrière elles de sublimes maisons-forteresses au toit de l'ose grise. C'est parti, on part à pied à la découverte de ces ruelles pavées. Et autant vous dire que ça grimpe sec. Ce dénivelé nous offre rapidement une vue d'ensemble magnifique sur la ville et sa mosquée historique. Mais si on souffre autant dans les montées, c'est pour la bonne cause. Tout là-haut nous attend l'imposant château qui domine toute la vallée. On pénètre dans l'impressionnant château de Gjirokastër, une véritable forteresse militaire suspendue dans le temps. Notre exploration commence par la grande cour intérieure, bordée d'alignements de canons abandonnés qui témoignent du passé défensif du site. On avance ensuite vers la grande place centrale surmontée d'un dôme en pierre, avant de se retrouver au pied de la célèbre tour de l'horloge. Cette structure emblématique du 19e siècle servait à rythmer la vie des habitants et des garnisons. Avec ses fenêtres en arche et sa cloche imposante, elle domine fièrement la vallée comme un phare immuable à travers les âges. Avant de quitter la citadelle, on plonge dans l'atmosphère sombre de l'ancienne prison, un lieu chargé d'une histoire lourde et mystérieuse. Nous reprenons ensuite le chemin pour redescendre dans la ville, croisant au passage une vieille dame concentrée sur son travail de crochet au coin d'une ruelle. Notre descente nous ramène directement au cœur du vieux bazar. Ce quartier historique du XVIIe siècle, entièrement pavé de pierres blanches et noires, s'articule autour d'une façade impeccable et de toits en lauze grise. C'est le poumon vibrant de la cité où s'alignent les échoppes d'artisans, les tapis suspendus et les devantures de souvenirs colorés. On s'arrête un instant devant la mosquée Memi Bey, seul rescapé des destructions communistes, avant de pousser les portes de la célèbre maison Skendeli. Construite au XIXe siècle, cette demeure fortifiée privée est l'une des mieux préservées des Balkans. Avec ses dizaines de fenêtres, ses nombreuses cheminées, sa salle de réception richement décorée et son système de double mur pour la sécurité, elle illustre à la perfection l'art de vivre et la richesse de l'aristocratie ottomane de l'époque. Enfin, pour clore cette immense journée, on repassera une toute dernière fois par les ruelles du bazar à la tombée de la nuit, lorsque les lumières s'allument et transforment la pierre en un décor de conte de fées. On quitte le sud et Gjirokastër pour entamer notre remontée vers le nord. On a un spot bien précis en ligne de mire. Mais comme le voyage fait aussi partie de l'aventure, on s'arrête d'abord en chemin pour un petit moment de déconnexion totale.
Après s'être garé sur un parking déjà bien rempli, on commence notre pause par ce chef-d'œuvre. C'est le pont de Kadiout, un super ouvrage ottoman du Moyen-Âge qui marque l'entrée d'un lieu hors du temps. Les bains thermaux de Benja, juste à côté de Pemet, dans le sud de l'Albanie. Niché au cœur d'un canyon sauvage, ce site est unique. L'eau y est chauffée naturellement par l'activité géothermique de la Terre. Les bassins en pierre ont été aménagés il y a des siècles. Et on raconte que même les soldats ottomans venaient déjà s'y reposer après les combats. En plus du cadre incroyable, ces eaux riches en soufre ont de vrais bienfaits thérapeutiques. Elles sont parfaites pour la peau, les articulations et surtout pour recharger les batteries des voyageurs. Une vraie parenthèse de douceur avant de reprendre la route. Cette route s'annonce super longue jusqu'à notre prochaine destination. Du coup, pas de rush, on a décidé de couper le trajet en deux et de s'offrir une étape magique en plein cœur de la nature. Et ce spot secret, c'est le lac de Çölegur. On a déniché ce qu'on appelle un camping farm. En gros, c'est un restaurant qui accueille gratuitement les voyageurs en camping-car sur son terrain. Ici, on est en pleine réserve naturelle, entouré d'une immense forêt de pins et de sapins qui donne au lac des airs de Grand Nord canadien. C'est le paradis de l'écotourisme. On vient ici pour randonner au frais sous les arbres, observer la faune sauvage ou juste se poser au bord de l'eau. Un spot parfait pour respirer le grand air et déconnecter à 100%. Après une nuit ultra calme en pleine nature, on est d'attaque pour reprendre la route. On continue de remonter vers le nord et aujourd'hui, c'est la ville de Corçay qui nous attend. La météo est un peu maussade aujourd'hui, mais pas de quoi nous arrêter. On s'offre un tour rapide dans les ruelles pavées du vieux bazar, un coup d'œil à la mosquée d'Iljal Miraouri, l'une des plus anciennes du pays. Et on arrive pile devant l'impressionnante cathédrale de la résurrection du Christ. Avec ses deux grands clochers et son style byzantin moderne, elle en impose vraiment sur la place centrale. Mais c'est une fois les portes franchies que la magie opère. L'intérieur est gigantesque et baigné d'une lumière tamisée. Levez les yeux, les murs et le dôme sont entièrement recouverts de fresques orthodoxes et d'icônes absolument grandioses. Et c'est d'un calme saisissant. Juste après, on file découvrir le musée de l'éducation de Corçay. Installé dans la première école en langue albanaise de 1887, ce lieu hyper symbolique propose un vrai voyage dans le temps. On quitte Corçay, direction le nord-est de l'Albanie. Sur ces routes, il faut vraiment avoir les yeux partout. Les dangers peuvent surgir de n'importe où, comme ce vacher qui déboule d'un coup en courant pour rattraper ses bêtes. Un peu plus loin, on commence à longer un immense lac. Mais attendez, c'est quoi ce lac ? Tiens, une frontière. On sort carrément de l'Albanie pour entrer en Macédoine du Nord. Une petite escapade d'une journée pour découvrir la ville d'Ohride, où on finira par arriver à la nuit tombée. Pour notre première nuit ici, on s'est posé directement sur le port. Bon, c'est pas vraiment autorisé, mais en ce 1er octobre, la saison touristique touche à sa fin et l'ambiance est vraiment tranquille. Dès le matin, on commence notre exploration par l'esplanade qui nous relie directement au centre d'Ohride. Il faut savoir qu'Ohride n'est pas une ville comme les autres. C'est l'un des plus anciens établissements humains de l'Europe, classé à l'UNESCO. Surnommée la Jérusalem des Balkans, elle a abrité jusqu'à 365 églises, une pour chaque jour de l'année. Et d'ailleurs, en parlant d'histoire, on tombe nez à nez sur notre chemin avec l'imposante statue de Saint Clément d'Ohride. C'est l'enfant du pays, le saint patron de la ville et surtout l'un des plus brillants disciples des saints Cyrille et Méthode. Un peu plus loin, c'est l'imposante mosquée d'Ali Pacha qui se présente à nous. Construite au XVIe siècle, elle marque fièrement le cœur du vieux bazar avec son architecture ottomane classique, ses dômes de plomb et son minaret restauré qui s'élève au-dessus des ruelles animées.
l'église de la Sainte Vierge Marie et sa petite fontaine. On admire son architecture traditionnelle en pierre, typique de la vieille ville. Maintenant, c'est l'église de la Sainte Vierge Périvleptos. Datant du XIIIe siècle, ce chef-d'œuvre byzantin impressionne dès l'extérieur avec ses façades géométriques en briques rouges et en pierre de taille. Mais son véritable trésor se cache à l'intérieur. Ce sont ses fresques exceptionnelles. Peintes par 2 maîtres de l'époque, elles ont totalement révolutionné l'art médiéval en y apportant un réalisme et des émotions encore jamais vues. Dominant toute la ville, le château d'Auride est particulièrement imposant. Dès que l'on passe son grand porche en pierre, on débouche sur une immense cour intérieure fortifiée. Érigée au Xe siècle sur des bases romaines bien plus anciennes, cette forteresse a servi de capitale au puissant empereur Samuil lors de son règne sur le premier empire bulgare. À l'époque, ces 3 km de murailles et ces 18 tours en faisaient une place forte totalement imprenable, contrôlant les routes commerciales de la région. C'est chargé de toute cette histoire que l'on grimpe enfin sur les remparts. Le panorama y est saisissant, offrant une vue plongeante à couper le souffle sur la vieille ville et l'immensité du lac. Non loin de là, c'est la magnifique église Saint-Pantolémon qui s'offre à nous, sur le site historique de Plauchnik. Ce lieu est un immense symbole. C'est ici que Saint Clément d'Auride a fondé au IXe siècle l'une des toutes premières universités slaves, où fut enseigné l'alphabet cyrillique. Détruite par les Ottomans pour y bâtir une mosquée, l'église que l'on voit aujourd'hui est une reconstitution fidèle achevée en 2002. Depuis l'extérieur, son architecture est un vrai régal visuel, mêlant la pierre de taille et la brique rouge en une multitude de dômes, de toits imbriqués et d'arcades qui redonnent à ceci toute sa grandeur d'autrefois. Un peu plus bas, nous tombons sur la majestueuse église Sainte-Sophie d'Auride. Édifiée au XIe siècle, elle s'impose comme l'un des monuments médiévaux les plus importants de Macédoine. Son architecture extérieure impressionne par ses volumes généreux, ses 3 nefs et sa magnifique galerie à arcades à double étage, unique en son genre. Notre visite touche à sa fin alors que nous traversons quelques ruelles bordées de maisons typiques, toutes de blanc vêtues et percées de petites fenêtres traditionnelles. On s'arrête un instant devant les vitrines des bijoutiers, célèbres pour un savoir-faire unique au monde, la confection de perles d'Auride, fabriquée à partir d'écailles d'un petit poisson du lac, le platika. Voici la statue des saints Cyril et Méthode qui attire notre regard. Ces 2 frères théologiens du IXe siècle sont des figures historiques. En effet, ils ont créé l'alphabet glagolitique, ancêtre du cyrillique. Voilà, la visite est terminée. On s'offre une dernière vue panoramique sur la ville et l'immensité du lac avant de reprendre la route et de continuer notre voyage. Dans ce dernier épisode, nous retournerons explorer 2 villes coup de cœur que nous voulions absolument approfondir. Et toujours, des monuments grandioses et des paysages à couper le souffle. Sur la route du retour, nous ferons une halte dans un pays frontalier tout en savourant les spécialités locales. Toujours attiré par l'appel de l'eau, visite un parc avec d'incroyables cascades. Nous prendrons de la hauteur en escaladant les montagnes pour admirer des panoramas spectaculaires. Enfin, nous conclurons ce voyage en beauté au bord de l'Adriatique, en dénichant comme toujours des spots idylliques pour passer la nuit. Restez avec nous, la suite du voyage s'annonce intense.